Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue à un autre épisode de Sans restriction, avantage numérique. Pat Laprade, Anne-Sophie Betté, Kim Deschênes. C'était la reprise des activités dans la LPHF. Non, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de la LPHF. On a parlé des Olympiques le dernier mois. Super entrevue d'ailleurs, vous irez voir ça avec Éric Bouchard, le coach d'équipe Italie. Toi, LPHF veut dire qu'Anso, toi, t'as recommencé à faire des games en français, en anglais. Tu te mélanges-tu? C'est-tu rendu au point que tu te mélanges? Non. Non? Non, mais des fois, en anglais, je cherche mes mots. Mais tu sais, c'est vraiment le fun. Puis les rôles sont différents, dans le sens qu'en anglais, c'est plus durant le match en tant qu'analyste, tu sais, durant le match, versus en français, c'est entre les périodes. Fait que ça change un petit peu l'approche, mais c'est vraiment le fun. Je suis très contente des opportunités qui s'offrent à moi, puis de pouvoir couvrir justement la LPHF, puis donner ton opinion sur du hockey, puis de rester impliqué dans le sport. Lequel que tu préfères? C'est différent. Oui. Oui. J'ai pas. J'allais te demander celui que t'aimes le moins, c'est-tu de parler pendant 4 heures de temps durant un live qui s'en va en prolongation? Ouais, ça, lui était moins de fun, en effet. Hey, allons-y avec notre... en fait, on revient à nos bonnes vieilles habitudes avec nos concepts de joueuses de la semaine, moment de la semaine, hot take et les prédictions à la fin. Bien hâte de vous dire qui est rendu premier dans les prédictions. Parce que j'ai dit premier, hein, c'est vrai, je l'ai comme scoopé. Ouais. Joueuse... On vend tout le temps. Hey, il y a un souper en jeu. C'est fini, là. La saison est jeune encore. Là. Hey, la saison est plus si jeune que ça, Kim. Non, on est rendu à plus que la moitié. On est de l'autre côté du versant. Joueuse de la semaine, on va commencer avec ça. Anso, qui a retenu ton attention cette semaine? Moi, j'y vais avec Jade Darny-Landry, avec son premier but. Elle en a presque eu 2. En fait, moi, je suis convaincue que ce but-là était bon. Il n'y avait pas d'interférence. J'aurais aimé ça qu'elle ait ses 2 buts. Mais au-delà de son premier but, ce que j'aime, il faut se rappeler aussi qu'elle a eu une blessure. Elle n'a pas nécessairement eu le départ qu'elle voulait. Quand même assez difficile de revenir dans un alignement. Puis je trouve que maintenant, elle est devenue la joueuse qu'on a connue. Avec confiance. Tu sais, on l'a vu contre Minnesota qui fait des cuillères ou des toe drag devant les défenseuses. Puis, tu sais, honnêtement... Des quoi? Les défenseuses? Non, ça va avant ça. Toe drag. Oui. C'est comme ça, là, tu fais ça, whoop, t'amènes. T'as pas vu Jade, elle a déculotté la défense? Oui, OK, mais je savais pas ça s'appelait des toe drag. Un toe drag, oui. Ah, c'est le bout de ta palette. Mettons, pour quelqu'un qui fait juste nous écouter et qui ne voit pas tes gestes, comment t'expliques ça? Tu ramènes la rondelle vers toi pour déjouer la défenseuse. Oui, mais tu ouvres pas ton poignet comme ça. Là. Hey! J'ai dit pour ceux et celles qui nous écoutent. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la vidéo. Puis ils vont le voir. Ils vont venir le regarder dans les extraits. Mais c'est en fait, tu amènes la rondelle un peu vers l'avant. Je comprends. Tu tires la rondelle vers toi. Mais avec le bout de ta palette. Avec le bout de ta palette. Puis la défenseuse, elle est un peu perdue. C'est ça qui c'est ça le but. C'est ça qui est arrivé. C'est ça le but. Mais tu sais, moi, je me souviens, universitaire, c'était un move que je faisais souvent. Ça passait bien, mais dans cette ligue-là, on n'en voit pas souvent. Puis le fait qu'elle ose le faire, elle l'a super bien fait. Fait que chapeau, Jade. Ouais. Parce que la def de Minnesota a mal paru là-dessus. Là. Tu sais, ça, c'est des prises de décision que tu prends quand tu es en confiance. Quand tu n'es pas en confiance, à un certain moment donné, tu tombes beaucoup dans ta tête, puis tu penses à ne pas faire d'erreur. Qu'est-ce qui arrive, c'est que tu en fais. Quand tu joues en confiance, tu prends des risques, puis des fois, ces risques fonctionnent, des fois, ils ne fonctionnent pas, mais au moins, tu n'as pas ce doute-là, puis c'est la pire chose, je pense, d'avoir un doute dans la tête quand tu joues au hockey. Puis j'ai vraiment aimé ça, de voir son éclosion, comment qu'elle performe bien, puis comment qu'elle alimente, puis qu'elle aide son équipe, parce qu'on en parlait, de la profondeur à l'attaque. Là, on commence à avoir plus des réponses là, du côté de la profondeur de l'attaque, puis du fait que c'est pas juste Poulain, Rock et Stacey qui marquent des buts. Donc ça, c'est intéressant. Je pense que la pause des Olympiques a fait du bien à cette équipe-là. On dirait que on les a vus, le match contre New York, le match contre Minnesota. On dirait que c'est une nouvelle équipe. Tu as vu des filles de deuxième, troisième trio qui se sont levées puis qui ont marqué des buts importants, des jeux défensifs, des passes. On a vu toutes sortes d'affaires qu'on n'avait pas vues dans la première partie de saison. Fait que je sais pas qui les a coachés. Qu'est-ce qu'ils ont fait comme entraînement? Mais pour vrai, ça a été payant. Mais la réalité, moi, je pense pas que c'est nécessairement les types d'entraînement. C'est plus
qui se sont ennuyés de jouer au hockey. Tu sais, un moment donné, Ouais. c'est correct de faire des pratiques puis faire des petits matchs 3 contre 3. Mais il n'y a rien comme jouer un vrai match de hockey. Puis quand ils ont joué leur premier match à New York, premièrement, Jade revient contre son ancienne équipe. Ouais. Puis deuxièmement, l'énergie était juste exceptionnelle. Puis je pense que c'est ça qui a fait en sorte que cette équipe-là a vraiment bien performé. Ben, tu vois, nous, on a posé la question à Corey Chevry samedi parce que l'entraînement se faisait à Brossard, au complexe CN. Puis elle mettait beaucoup d'emphase sur justement les joueuses qui sont restées ici. De ce que Corey nous disait, ont travaillé très, très fort durant ce mois-là. Puis là, elle voit justement les répercussions de ce travail-là, les récompenses de ce travail-là, parce qu'effectivement, là, tu sais, tu me parles de Jade Dany-Landry. Moi, ma joueuse de la semaine, c'est Dara Gregg. J'aurais jamais pensé dire ça un jour, mais ma joueuse de la semaine, c'est Dara Gregg. Elle a été bonne. Elle a été bonne. Elle a eu 3 points en 4 matchs, 2 buts, un but contre New York, un but également contre Minnesota. Moi, j'ai vu une amélioration dans son jeu il y a un mois, en tout cas, dans ces matchs-là. Je peux pas vous garantir que ça va demeurer tout au long de la saison, mais en même temps, il y a aussi le fait que, tu sais, c'est une joueuse qui, quand même, encore jeune, c'est sa 2e saison professionnelle, puis à un moment donné, ben ça se peut qu'il y ait un déclic qui se fasse, puis ça se peut qu'on voit des performances plus constantes. En tout cas, pour la victoire de Montréal, je leur souhaite, parce que justement, quand ta profondeur se met à marquer, se met à mieux jouer, ben là, tes vedettes peuvent au moins respirer un peu plus, puis tout repose pas sur leurs épaules. Cela dit, ben tu sais, t'as toujours Pou qui est là, puis bon, c'est sûr qu'elle a manqué un match, puis elle semble être revenue... puis tout se passe bien, tu sais. Stacy, Rock a fait, tu sais, hier aussi, tu sais, ils sont toujours dangereux, ces filles-là. Mm-hmm. Mais là, quand t'as le reste, quand t'as ton bottom six, puis même ton middle six qui performe, qui livre, ben c'est sûr que là, ça donne des choses comme on voit, là, ça donne 6 victoires de suite pour la victoire de Montréal, tu sais. Fait que pour moi, Dara Gregg, tu sais, ça a été la joueuse que j'ai... En fait, j'ai fait une blague à un de mes confrères sur la galerie de pêche. Finalement, on va peut-être y en créer un fan club. Il y a peut-être quelqu'un qui va devoir le créer, ce fan club-là. Mais c'est elle, mais c'est Hayley Scamura aussi. T'sais, on parle de joueuse de profondeur. Elle est revenue des Olympiques, puis c'était... En tout cas, j'ai pas l'impression que c'est la même joueuse. Tu sais, t'as Jade. Tu sais, Maureen Murphy également, qui avait eu des petits flashs aussi avant la pause olympique. Bref, c'est des bonnes nouvelles pour tout le monde. Mais ouais, Corey mettait beaucoup d'emphase là-dessus. Je ne sais pas non plus qu'est-ce qu'ils ont pratiqué ou qu'est-ce qui est arrivé. C'est-tu un mix de, justement, ces pratiques-là, puis le fait d'être juste contente de revenir jouer des matchs. C'est de valeur, là, on tombe dans une pause de 12 jours. Il me semble qu'il y a toujours une pause qui tombe à un mauvais timing pour la victoire. Quand ils ont un momentum, tu sais, c'est la pause obligatoire selon la convention. Là, toutes les équipes doivent prendre une pause d'une semaine minimum autour de la saison. Fait que, tu sais, c'est là. C'est pour ça qu'ils ont joué hier, en fait, mardi, puis qu'ils rejouent seulement le 15 mars, je pense, à domicile. Mais c'est Youn Blum aussi, qu'on n'a pas parlé, mais Youn Blum, qui a eu 3 points cette semaine. Tu sais, Scamura a eu 3 points, mais Youn Blum, qui a marqué également son premier but. Bon, peut-être pas le... Ils l'ont donné à elle? Oui. Okay, on lui a demandé d'ailleurs à Brossard, veux-tu nous expliquer qu'est-ce qui est arrivé? Elle dit, je sais pas. Je pourrais pas vous dire où la rondelle m'a touché. Puis Jade, on lui a parlé également, puis elle était très, très, très contente. Puis ce que j'ai surtout retenu, ce qu'elle disait, là, je suis vraiment à 100%. Bon, tu vois. Il n'y a plus de... Tu sais, quand vous parlez de confiance, là, mais c'est exactement ça. Elle est à 100%, la main, c'est plus... Le doigt, en fait, c'est plus du tout un enjeu, elle y pense même plus. Ben là, c'est là que la confiance revient tranquillement. Hier, on l'a vu en prolongation aussi. T'sais, elle a embarqué 3 contre 3 là, il y a quelques semaines. Je pense pas qu'on l'aurait vu dans cette position-là. Fait que, pour vrai, je suis vraiment contente. Puis, tu sais, Anso, elle a pris cette joueuse-là, mais moi, c'était aussi ma joueuse quand on est arrivé, mais j'ai laissé Anso parce qu'elle a priorité vu qu'elle est plus vieille. Là. Mais Jade, c'est tout parce qu'en fait, moi, je suis tellement contente à cause je l'avais sélectionnée pour ma buteuse. Oui, puis elle a marqué. Fait que merci, Jade. C'est vrai. Corey disait d'ailleurs que
elle voyait l'amélioration, ou pas l'amélioration, mais la confiance revenir dans le jeu de Jade, puis que là, elle pouvait l'utiliser justement dans des circonstances où autant à l'attaque que sur 200 pieds, tu sais, puis c'est ça qu'elle aimait de Jade. C'est très drôle, on arrive au match. On arrive au match mardi, puis je vois Anso qui parle avec Claudine Douville. Pas mardi, dimanche. Dimanche, pourquoi j'ai dit mardi? Dimanche. Je sais pas, il était à Toronto. À Place Belle. Puis Jade arrive, elle passe devant nous autres, et elle part quasiment à crier « Jade! » Puis elle dit « Anso! » Puis là, les deux sautent d'un bras. Puis là, je vois Claudine Nouvelle regarder, puis je dis à Claudine, je dis « Ils ont joué ensemble. » Elle dit « Ouais, elle dit, c'est ça, je me disais. » Imagine, c'est Claudine qui va il donne un câlin de fille. Jeanne, elle va faire les 3. Ouais, c'est ça, exact. C'est les next. Ta joueuse de la semaine, toi, Kim? Moi, c'est Anne-Renée. Okay. Qui d'autre, tu sais? Je veux dire, Anne-Renée, c'est un choix sûr pour nous. Montréal sont chanceux de l'avoir. Retour des Olympiques, on s'entend pas avec la médaille qu'il voulait, bien sûr, mais revient avec la victoire. Deux gains de suite. Malheureusement, hier, elle a pas gardé le filet, mais c'est correct. Ça y prend aussi des pauses dans tout ça. Mais présentement, elle a une moyenne de 1,06. Hey, ça, là... C'est un but par match. C'est fou, raide. Puis c'est 1,06, ça, c'est la moyenne, là, mais dans les faits, elle a accordé un but de plus que de nombre de matchs qu'elle a joué. Ouais. C'est incroyable. Puis, tu sais, on en parlait, là, je me souviens, il y a quelques podcasts, là, puis on disait, tu sais, pas Anne-Renée, là, on sait pas à quel point ils gagnent des matchs parce qu'ils sont pas capables d'en marquer. Ils en marquent 1, 2. Mais là, on est ailleurs, là. Depuis que tu sais, Jade s'est réveillée, Murphy s'est réveillée, Skamura, ainsi de suite. Blum, ouais. Ben là, même si Pou en marque 1 ou 2, ben ces filles-là en marquent aussi un 2e, un 3e, un 4e. Fait qu'Anne-Renée, si elle continue avec cette moyenne-là, on finit première position, c'est sûr, à la fin de l'année. Là. Moi, là, j'y vais, puis je sais pas si c'est un hot take ou pas, parce que je sais que Pou a la cote dans ce genre de vote-là. Mais moi, j'ai voté pour Anne-Renée l'an dernier comme joueuse la plus utile, parce que pour moi, c'est elle qui avait été la plus utile à l'équipe. Et cette année, je pense que l'écart est encore plus grand. Je pense qu'il n'y a pas une joueuse dans les Victoires de Montréal qui mérite d'être la joueuse la plus utile, plus qu'Anne-Renée Desbiens. Elle a des stats complètement folles et je pense qu'en ce moment, c'est la MVP de la Ligue. Il n'y a pas une joueuse qui a autant d'impact qu'elle en ce moment, et j'inclus Marie-Philippe Poulin là-dedans. C'est rien contre Pou, là, évidemment. Là, rien. Mais je pense que cette année, si avec ces stats-là, tu sais, les gardiens, c'est toujours, tu sais, dans la LNH, c'est toujours plus difficile de gagner un trophée Hart. Tu sais, on l'a vu, là, Hasek, Théo, il y en a eu, Price l'a eu également, mais c'est rare. Mais je pense que cette année, il faut que ça soit Anne-Renée Desbiens, surtout si elle continue. Il n'y a pas un match, puis là, je ne veux pas jinxer, là. Touche du bois. Mais il n'y a pas un match où elle a accordé plus que 2 buts. C'est fou, Anne. C'est 4 blanchissages, je pense que c'était son 4e dimanche. C'est solide. C'est Anne-Renée Desbiens qui veut gagner tous les matchs, puis je pense que son retour des Olympiques, ben, elle a peut-être aussi ce petit désir-là supplémentaire de dire j'ai peut-être pas eu la victoire que je voulais aux Olympiques, mais je veux... je vais aller chercher la Coupe Walter, tu sais, puis je vais gagner. Si je peux me gagner tous les matchs, là, je vais être devant le filet avec la victoire, puis c'est tant mieux pour l'équipe. Moment de la semaine, vas-y donc, Kim. Je m'en souvenais plus, mais là, je viens de me rappeler. C'est les Carabins. Hey, ça, là, tu te souvenais pas c'était les Carabins, ton équipe. Comme pas prête, parce que je venais de parler. Il est où ton chandail? Ben, je le garde pour... T'es accroché à l'aréna. Je le garde pour la semaine prochaine, tu comprends? Oui, je comprends. Pour le mettre quand ça va être officiellement la victoire. Je comprends. Tu comprends? Oui. Mais tout ça pour dire que les Carabins se retrouvent en finale du RSEQ. Fait qu'ils vont jouer jeudi, samedi contre Concordia et au besoin, le 3e match dimanche. Exact. Je m'attends que ça va être un affrontement assez serré, assez spécial aussi. Les Carabins, les matchs qu'ils ont joués contre Bishop, ça a été des matchs très serrés. Même le dernier match, il y avait du retard dans le match. Ils ont été capables de revenir et de gagner ce match-là. Ils perdaient 2-0 puis ils ont gagné 3-2. Le premier match en prolongation. Oui, ça, c'était le jeudi, le match. Jeudi, ouais. Mais pour vrai, j'ai l'impression que c'est une nouvelle équipe depuis janvier, cette équipe-là. On en parlait, mais
tu sais, il y avait pas nécessairement du positif qu'on en parlait. On n'a pas parlé souvent d'eux, mais malheureusement, tu sais, ils étaient plus en bas de classement en début de saison. Puis là, ben l'arrivée, on s'entend qu'une joueuse ne fait pas nécessairement une équipe, une différente équipe, mais je pense que l'arrivée d'Audrey-Anne Veillette a quand même un impact positif, autant sur la glace que dans le vestiaire. C'est une fille qui a beaucoup d'expérience, une fille plus âgée, qui a décidé de quitter. On se rappelle de son histoire. Là. Elle est allée pour la charge, elle est allée jouer en Suède, elle est revenue, elle est allée au camp de la victoire cette année, elle s'est fait couper. Fait qu'elle a du bagage d'expérience. Je pense qu'elle amène ce calme-là dans ce vestiaire-là parce qu'il y a beaucoup de première année, deuxième année dans ce groupe-là. Donc, pour vrai, je suis vraiment contente de la troupe d'Isabelle Leclerc. Sont vraiment contents et fiers de ce groupe-là. Puis en plus, ben même, on s'entend, oui, on va aller chercher cette victoire-là en fin de semaine, mais ils s'assurent d'une place, peu importe le résultat, exactement. Ils s'en vont au championnat canadien le week-end d'après. Fait que c'est quand même incroyable de vivre cette expérience-là. Puis je suis vraiment contente pour Audrey-Anne parce que je sais que ça a été une décision difficile pour elle de retourner. C'est comme ça, retourner en arrière vu qu'elle avait décidé de quitter les Carabins il y a quelques années. Mais je pense qu'elle a retrouvé le goût de jouer avec le sourire. Puis on en discute souvent de tout ce qui se passe. Puis tu vois la fierté dans ses yeux. Fait que je suis vraiment contente de l'équipe des Bleus. Puis on va essayer d'aller voir un des matchs durant la finale. On va sûrement se croiser, Pat. Je sais que tu suis ça quand même. C'est sûr et certain. C'est drôle parce que je t'écoute parler. Puis tu parles tellement des Carabins avec une passion. Ben oui, mais là, c'est tatoué, non, là. Mais je le sais. Ben oui, c'est ça, hein. Ça partira jamais, c'est tatoué, hein. Mais non. À quel point ça a été important dans ton parcours d'arriver ici à Montréal avec les Carabins? Ben moi, ça a changé ma vie, là. Dans quel sens? Ben, je veux dire, c'est juste du positif. J'ai décidé de venir ici. Moi, j'avais d'autres options. Puis j'ai décidé de quitter la maison parce que je m'étais dit, j'ai le goût d'un nouveau départ. Si je restais au Nouveau-Brunswick, je restais avec le même groupe des joueuses avec qui j'ai joué dans l'équipe Atlantique, dans l'équipe Nouveau-Brunswick. Puis je m'étais dit, j'ai le goût de partir sur un nouveau départ, puis aller briser des portes, des barrières pour avancer dans le hockey. Puis cette ouverture-là, pour moi, ça a été vraiment un changement. Là. J'ai été capable de jouer après ça dans la Ligue professionnelle. J'ai rencontré mon groupe d'amis, qui est mes amis pour la vie ici. Là. J'ai décidé de rester au Québec et non retourner au Nouveau-Brunswick. Fait que je suis installée ici, ça fait depuis 2009. En partir de 2015, quand j'ai terminé l'université, j'ai décidé de m'installer puis partir ma carrière ici. Fait que ça a complètement changé ma vie. Oui, je m'ennuie de mon petit coin de pays. Quand j'y vais, j'ai du plaisir. Je retrouve l'accent aussi. Ça revient vite, comme Anne-Soie dirait. mais c'est ça. Ça a été mes plus belles années, moi, universitaires. Je suis curieux. Tu disais que tu avais des offres. Tu avais d'autres options. C'était quoi les options? Ben, j'ai eu McGill, Concordia, l'Université de Moncton. Oui, j'allais dire les Actes de Moncton. Puis aux États, c'était Vermont. OK. Ah, mais c'était intéressant. Non, pas Vermont, c'est pas vrai. Non? Pourquoi je dis ça, Vermont? Non, c'était... Clarkson? Non, c'est Maine. Ah, le Maine. Oui. OK. Fait que j'ai choisi mais c'est le fun d'entendre parler des Puis le pourquoi je l'ai choisi, c'est parce qu'il partait une équipe à zéro. Fait que j'étais comme, j'ai le goût de faire partie de l'histoire. Fait que c'est le pourquoi j'ai choisi les Carabins. C'est drôle parce que c'est exactement ou à quelques différences près, quelques nuances près, la réponse que Gabrielle Santerre a fait aussi quand elle est partie à Bishop, c'était parce que c'était un nouveau programme. Puis elle voulait amener ce programme-là à des sommets. Puis ça a marché l'année passée. Malheureusement, ben là, cette année, les circonstances font qu'ils ont perdu quand même plusieurs vétérans l'an dernier. Puis bon, les Carabins viennent de les éliminer. Mais vous aussi, vous avez gagné. Vous avez gagné un championnat canadien aussi? Oui. Je ne me trompe pas, c'est ça. Exact. Puis Audrey-Anne, c'est 4 points jusqu'à présent dans les séries. Puis moi, j'ai parlé à Isabelle Leclerc, j'étais là au match de jeudi dernier, puis je lui demandais qu'est-ce qui a fait justement que les Carabins ont été aussi bonnes en deuxième moitié de saison. Puis ce qu'elle me disait, c'est parce que c'est 8 victoires en 11 matchs en saison régulière, 10 en 14 en incluant les séries. Puis oui, il y a Audrey-Anne. On dirait que toutes les as se sont alignés. Lauriane Etier également, qui est revenu au jeu à ce moment-là, puis qui joue très bien depuis son retour. Maude Desroches, qui a connu une bien meilleure deuxième moitié qu'une première moitié. Puis, ce qu'elle m'expliquait également, c'est au retour des fêtes, ils ont eu 2 semaines avant de jouer leur première partie. Puis elle dit, on leur a dit, ça ne sera pas un retour progressif.
ça va être l'entraînement, ça va être un deuxième camp d'entraînement. Elle dit, on les a raidés, on a travaillé sur les détails, puis là, ils pratiquent plus de la même façon. Ils ont un plaisir à jouer. Puis là, tu sais, elle dit, j'ai vu qu'ils étaient rendus une coche de plus. Puis, tu sais, moi, s'il y a quelque chose que j'ai appris avec le hockey féminin universitaire du RSEQ, c'est que tu peux jamais compter les Carabins pour vaincus. Jamais, jamais, jamais. Puis, ben, une finale Carabins-Steigneurs. Oui, les Steigneurs ont gagné tous leurs matchs face aux Carabins cette saison. Tu sais, veut pas l'équipe, c'est l'équipe favorite dans cette finale-là, mais t'sais, ça pourrait finir en 3, puis je ne serais pas surpris non plus à ce niveau-là. Je veux juste amener, juste parler d'autres choses en parlant, puis je vais te laisser la parole après, Anso, avec ton moment de la semaine. Mais il est arrivé une situation, puis je trouve ça quand même particulier. Fait que les prix de l'année ont été dévoilés dans le RSEQ. Sans surprise, Jessie Maud Drapeau, joueuse par excellence, puis première équipe d'étoiles avec Émilie Lucier, puis avec Gab Santerre, Jade Picard des Carabins à la défense avec Émilie Lavoie, puis Jordan Verbeek devant le filet. Bon, tout ça, il n'y a pas de surprise. Julie Chou qui gagne le titre d'entraîneuse de l'année, bon, avec la saison qu'elles ont eue, je peux comprendre. Mais là, le titre de recrue de l'année, je ne sais pas si vous avez vu ça. Bishops a annoncé que c'était Sandrine Chouinard, la recrue de l'année. Les Steigneurs ont annoncé que c'était Angélie Jobin. Et là, je suis comme fait, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a deux? Je comprends pas. Alors, voici ce qui s'est passé. Les prix... Non, mais c'est particulier. Là. Les prix de l'année, c'est les coachs qui votent pour ça. OK? Donc, je veux pas, il y a 4 coachs dans la ligue. Là. Puis, tu n'as pas le droit de voter pour une de tes joueuses. Donc, les deux ont eu 2 votes chacune. Le responsable du RSEQ a envoyé le courriel avec les prix, avec les résultats. Et dans ces résultats, il a dit que c'était Sandrine Chouinard. Et là, quelqu'un a répondu au courriel en disant, en demandant, mais comment vous avez procédé pour le tiebreaker, pour le bris d'égalité? Les règles disent que c'est le nombre de points que les joueurs obtiennent dans les votes pour l'équipe d'étoiles recrues. S'il y a égalité, et c'était le cas dans ce cas-ci, Jobin et Chouinard avaient les deux eu le même nombre de points, c'est le nombre de points reçus dans la première équipe d'étoiles. Jobin en avait eu des votes, Chouinard n'en avait pas eu. Évidemment, à la défense, c'était différent que, tu sais, elle compétitionnait avec Santerre, Lucier puis Drapeau. Donc, Chouinard n'avait pas vu, elle n'avait pas eu. Alors, automatiquement, c'était Angélie Jobin qui devenait la recrue de l'année. Mais la personne qui a envoyé le courriel puis qui a déterminé le tiebreaker, ben, a pris juste le nombre de points. Mais le nombre de points, c'est le 3e tiebreaker. Ah, c'est bon. Fait là, puis là, par le temps que les équipes, les équipes de, tu sais, les équipes de PR de chaque équipe reçoivent toute l'information des changements, mais ils avaient déjà publié, eux autres, là. Ils avaient déjà publié. Fait que c'est pour ça que tu as eu, mais imaginez, tu sais, comment ça peut, puis tu sais, je veux dire, c'est des honneurs individuels, c'est une petite affaire, mais je pense aussi aux parents, puis tout, tu sais, le mot se passe vite maintenant, là. Fait que, tu sais, quelqu'un voit ça, « Hey, c'est ma fille qui est la recrue de l'année », tu parles de ça à tout le monde, puis, tu sais... Finalement, tu sais, ça me rappelle l'année Steve Harvey avait pas nommé les bons gagnants, je pense, du film de l'année aux Oscars. C'est comme... Tu fais comme, mais qu'est-ce qui se passe, t'sais? Donc, la recrue de l'année, officiellement, si vous avez vu ça, c'est Angélie Jobin. J'explique ça d'ailleurs dans un article là, aujourd'hui sur le sansrestriction.com, mais je trouvais ça comme particulier. Puis je veux pas casser du sucre sur le dos d'un bénévole du RSEQ, mais you had one job. You had one job, tu sais. Bon, mais bref, c'est ce qui est arrivé dans cette situation-là. D'ailleurs, il y a des Québécoises qui ont été honorées du côté de la NCAA également. Eve Gascon, qui avait fait la première équipe d'étoiles dans la WCHA. Maxime Tremblay, l'une des deux sœurs Tremblay avec Rosalie, qui a fait l'équipe d'étoiles recrue du Hockey East. Sina Catterall, qui a été la 3e équipe d'étoiles avec ECAC. Et puis, Toby Graham, une Québécoise qui joue dans les provinces de l'Atlantique, justement, qui joue avec Saint-FX, a été nommée recrue de l'année dans la conférence de l'Atlantique. Alors, voilà pour le hockey universitaire. Il fallait le mentionner. Les séries commencent un peu partout. Ouais. Donc, c'est important de mettre de l'emphase là-dessus. C'est bientôt fini, c'est fou, hein? Ouais. Moi, c'est un moment de l'année que j'aime parce que ça veut dire que j'ai un peu moins de travail après. Mon load de travail est un peu moins élevé après. Anso, toi, de ton côté, ton moment de la semaine. Bien, je vais retourner dans la LPHF, puis je vais y aller avec les victoires à domicile à Place Belle. Oui. C'est impressionnant
comment que, premièrement, c'est difficile pour les autres équipes de venir jouer dans ce building-là. On l'a vu, les gens sont au rendez-vous, sont là, ils sont bruyants. Et c'est vraiment un 7e joueur pour la victoire de Montréal parce que c'est match après match. Puis un des seuls matchs qu'ils ont perdu, c'était au Centre Bell. C'est vrai. De domicile. Ouais. En fait, le seul match qu'ils ont perdu à domicile, c'était au Centre Bell. Ouais. Puis on peut leur donner une victoire de plus à domicile, c'est au Centre Vidéotron. Exactement. Mais à Place Belle, invaincu, puis c'est ce qu'on disait dans les prédictions, bon, qui va gagner? Minnesota, Montréal. Montréal invaincu. Puis c'est quand même impressionnant. Puis c'est ça que je demandais aux autres filles, tu sais, à quel point c'est intimidant de venir jouer à Montréal. Puis la réponse est unanime. C'est difficile de venir jouer dans des buildings comme ça. Puis, tu sais, on parlait un peu avec Corey avant le match de dimanche. Puis, tu sais, on était comme, c'est quoi? Le succès vient de où? Elle dit, je sais pas, peut-être que justement, les gens sont dans leurs propres affaires. Tu dors dans ton lit, tu es à la maison, tu as ta propre routine. Quand tu es sur la route, c'est un peu différent. Ton horaire est un peu chamboulé. Mais vraiment, cette équipe-là, à la maison, c'est quelque chose, c'est un autre niveau. Encore une fois, là, c'est de regarder, les gens vont dire, ouais, mais en série, ils sont pas capables de passer. Mais honnêtement, si cette équipe-là se classe dans le premier ou deuxième rang, probablement que ça va être une équipe qui va être beaucoup plus difficile à jouer que si cette équipe-là termine 3e ou 4e. Oui, non, absolument. Absolument. Puis, tu sais, en plus, c'est spécial, c'est l'ambiance, tu sais, c'est ça le comble encore une fois dimanche dernier. Les gens sont au rendez-vous. Puis, tu sais, nous aussi, après le match, on a parlé à Laura Stacey puis à Corey également. Puis Laura nous disait des fois, là, on n'entend même pas Corey nous parler tellement que la foule est bruyante. Fait que, tu sais, oui, ça doit être intimidant pour l'adversaire, mais tellement galvanisant pour les joueuses locales. Tu sais, à un moment donné, c'est-tu Anne-Renée qui a... C'est-tu Anne-Renée où il est arrivé, ou Laura qui a marqué... Il y a quelqu'un c'est pas Anne-Renée qui a marqué, là. Non, j'essaie juste de me souvenir. La foule a scandé le nom de quelqu'un à un moment donné. Je pense que c'est Laura Stacey quand elle a marqué son but. Oui. Ben, ça faisait 8 matchs qu'elle n'avait pas marqué. Finalement, elle a marqué. Exactement. Ça fait que la foule a scandé son nom. Tu sais, Anne-Renée en a eu aussi des chaînes comme ça. Même Murphy en a eu une fois. Ouais, non, c'est une foule qui est très participative, très interactive, tu sais, qui réagit fortement. Tu sais, juste l'hymne national avant le match, là, c'était quelque chose là, d'entendre, tu sais, la foule chanter. Je pense que c'est Corey qui disait « J'ai jamais vécu ça. J'en avais des frissons, tu sais, d'être au milieu de la glace parce qu'ils ont fait venir toutes les Olympiennes qui avaient de la victoire, incluant le personnel d'entraîneuse et Valérie Maltais qui était là, la triple médaillée olympique. Puis c'était vraiment spécial d'entendre la foule chanter comme ça. Fait que ouais, c'est un building qui est spécial. D'ailleurs, sur la glace, t'avais Erin Ambrose qui était là. Erin qui avait de la misère à marcher, puis ça paraissait. Tu sais, elle qui joue pas là, présentement, qui est sur la liste des blessés à long terme. D'ailleurs, petite précision par rapport à ça. Toutes les blessés, parce qu'il y en a eu plusieurs là, blessés, là. Tu sais, Larry Knight du côté de Seattle. T'as Anna Bilka qui a été blessée, mais qui n'est pas sur la liste des blessés à long terme, mais qui est blessée. T'as Kendall Coyne Schofield à Minnesota, Erin Ambrose. Et toutes ces filles-là sont... c'est rétroactif au 19 février. C'est rétroactif au match de la médaille d'or. Comme ça, parce que c'est 21 jours sur la liste des blessés à long terme, ce qui veut dire que tout le monde peut revenir. Comme, mettons, Erin Ambrose pourrait revenir à partir du 15 mars. Il n'y aurait pas de problème. C'est pas 21 jours à partir du retour. C'est rétroactif au 19 février. Larry Knight a joué avec un MCL. C'est fou, raide, ça. Un MCL déchiré, puis elle a joué la finale avec ça. Moi, j'ai plus de ligaments croisés antérieurs dans mes genoux. Je comprends même pas comment ça peut jouer. Ben, c'est sûr qu'elle était tapée, là. Elle avait des... J'en doute pas, mais... Tu sais, le tape, pour vrai, tu sais, pour un ligament, ton MCL, ça te donne quand même une certaine stabilité. C'est pas ton croisant antérieur. Je suis pas médecin, là, mais j'ai eu autant le croisant antérieur que le collatéral. Mais avec du tape, ça peut quand même faire la job. Mais c'est sûr que c'est pas la même chose, mais ça l'aide quand même. Mais tu sais, on parlait justement dans le match, comme, voyons, il me semble qu'elle est tranquille, et Larry Knight, tu sais. Puis moi, je disais, c'est le type de joueuse qui est capable de juste faire un but
Puis c'est de ça qu'on va entendre parler, puis on va oublier le reste du match. Puis comme de fait, Comme de fait, t'es en ça a avant été du ça. filet, elle marque le but Dévie, égalisateur, c'est exceptionnel. Je suis curieux de vous entendre là-dessus. Corey Chevry, on lui a posé la question, est-ce que... Parce que, tu sais, les 2 dernières années, il n'y avait pas de pause olympique, il y avait une pause pour les championnats mondiaux. Puis on avait l'impression qu'il y avait moins de blessés au retour des mondiaux qu'il y en a en ce moment au retour des Olympiques. Et j'ai posé la question à Corey, puis je disais, est-ce que c'est l'intensité du tournoi? Puis elle dit, oui, c'est sûr que c'est pas la même intensité. Mais elle dit, ce que je pense, c'est au retour des mondiaux, là, c'était au mois d'avril, il restait 2-3 parties avant les séries. Les joueuses jouaient juste blessées. Parce qu'on n'a pas le temps d'envoyer quelqu'un sur la liste des blessés à long terme. On en a besoin pour les séries, puis les joueuses veulent jouer en série. Alors que maintenant, c'est à la mi-saison, on a le luxe de prendre notre temps et de relayer les bobos, puis d'envoyer la joueuse sur la liste des blessés à long terme. Moi, j'ai trouvé que c'était une très, très bonne explication que j'avais pas pensé. Ça a du sens. Oui, ça fait du sens. Ouais. Ça a du sens. Ben hein, oui, parce t'es que- mieux de régler le problème puis qu'elle soit prête pour la fin de la saison puis les séries, là, les matchs les plus importants. là. Oui, puis à l'inverse, quand il te reste juste 2-3 matchs avant les séries, comme, tu sais, tu veux pas envoyer personne, puis il y a surtout- personne qui veut non plus y aller. Surtout Là. comme l'année passée, là, ça s'est joué dans les derniers matchs là, pour savoir si on faisait les séries ou pas. Là, cette année, puis Montréal ont le luxe, là, ils ont quand même de l'avance au premier rang. Fait que je pense que ça vaut la peine d'aller faire réparer ces blessures-là. Ben absolument, absolument. Moi, mon moment de la semaine, ben, je vais y aller avec le record d'assistance. Parce que le record d'assistance a encore été battu du côté des États-Unis. Donc, toujours dans un aréna aux États-Unis. Le record, c'était Washington. Au début de la saison, Seattle l'avait eu avec 16 000 quelques spectateurs à leur match inaugural. Washington, dans la grande tournée, 17 288. Et là, vendredi, Seattle a battu ce record-là avec 17 335. Fait que 8 de plus ou 7 de plus plutôt que le record précédent. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un record qui ne va pas durer longtemps. Fait que dans quelques semaines, là, je vais vous reparler d'un autre record qui s'est battu parce que présentement, le TD Garden pour le match New York. le match... Non, TD Garden, ça, c'est à Boston. Ah ouais. Pour le match du Fleet contre la Victoire, a déjà 17 000... Il est sold out avec 17 850 billets. Fait que, veux pas, c'est déjà plus que le 17 288. Puis au Madison Square Garden, où les Sirènes vont jouer au mois d'avril, ben on est déjà rendu à plus de 18 000 billets de vente. Wow. Ou distribués, à tout le moins. Fait que c'est quand même... les assistances cette année, c'est quelque chose de spécial. Puis... là, techniquement, le match au Madison Square Garden va arriver avant TD Garden. Fait que, d'après moi, TD Garden ne battra pas le MSG, mais c'est quand même spécial que ce record-là, ça va être quand même battu 4 fois dans la même année. Là. Ouais. On est loin du 13 ou 14 000 que Détroit avait fait à la première année. C'est exponentiel, ça n'arrête pas de s'améliorer. Fait que ça, c'est des bonnes nouvelles pour la LPHF, il n'y a pas de doute là-dessus. Allons-y maintenant avec les hot takes. Anso, ton hot take. Bon, mon hot take, c'est que hier, j'ai fait le match et j'ai pu l'analyser en profondeur. Et j'ai trouvé ça un petit peu difficile lorsqu'Anne-Renée n'est pas dans les filets. Mm-hmm. Ça veut dire que quand Sandra Abstreiter est dans les filets, c'est plus difficile pour l'équipe. Quand je fais juste regarder le premier but était marqué derrière le filet. Le filet, la joueuse était derrière la ligne des buts. Puis on voit vraiment la gardienne qui regarde à sa droite, qui regarde à sa gauche pour valider s'il y a des joueuses en avant du filet, qui regarde encore à la droite. Et soudainement, la rondelle frappe son patin gauche et rentre dans le filet. Et sa tête, par la suite, s'en va entre ses jambes pratiquement pour regarder. Puis dire, elle est passée où, la rondelle? Mais ça, c'est une erreur... OK, puis je suis pas experte dans les gardiennes. Je suis pas gardienne de but au loin de là. Mais je me dis, ce type de but-là ne devrait pas arriver à ce niveau-là. Ouais. Quand la rondelle est là, il faut que tu t'attendes que... Tu sais, je sais pas c'est quoi la stratégie qu'il faut faire pour pas qu'on ait une rondelle qui fait dévier sur un patin. Mais à ce moment-là, Montréal... tire de l'arrière 1-0, puis quand on regarde au chapitre des tirs, Montréal dominait. Ils ont fait un super bel échec avant.
Mais j'ai l'impression que hier, Montréal a joué complètement différent. Pour moi, Montréal, le meilleur match qu'ils ont joué, c'était leur match contre Minnesota du dimanche. J'ai jamais vu cette équipe-là bloquer des tirs. Ils étaient à la ligne bleue, bloquaient des entrées de zone. Les relances étaient extraordinaires. Après presque 40 minutes, il y avait seulement 9 lancés à louer. Donc, c'est sûr que quand on parle d'Anne René, ça l'aide beaucoup quand ton équipe n'alloue pas énormément de tirs. Ouais. Fait que, mais j'ai pas vu cette équipe-là hier. Puis même à ça, il y avait les lancers, c'était genre 9-2 après la première période, 9-3 là, Ouais. pour Mais Montréal. je suis d'accord que c'était pas la même équipe, Anso. Sauf que Abstreiter, quand tu te fais marquer un but que la joueuse est même pas du bon bord de la ligne rouge des buts, c'est tough. Puis le deuxième but, là, elle était à genoux beaucoup trop vite. Ben, c'est le but de Turnbull. Non, le deuxième, Ouais. c'était... Il y avait un peu de trafic on devant se demande elle. s'il était bon ou pas. Là. Il y a eu une Non, ben reprise, ça, là. c'était un bon tir. Faut donner le crédit au... Juste qu'elle aurait dû sortir un peu Je pense plus. pas que c'est la faute de la gardienne. Mais elle est à terre rapidement. Ouais, mais elle est Abstreiter. grande, fait que peut-être c'est une stratégie qui est différente. Là, ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Ben, ça marche pas, sa stratégie. Ben, je sais que ça marche pas, mais quand même, c'était un beau lancer. Il faut donner crédit. Mais moi, c'est vraiment ce but-là qui a fait en sorte qu'il probablement a été un impact sur le reste de son match en temps réglementaire. Quand je regarde le match de l'Allemagne contre le Canada, Ça n'a pas été facile c'est non plus. 2 buts qui étaient très nébuleux, disons-le comme ça. Discutable. Ouais. Ça aurait dû être 2-1 Canada, ce match-là. Un match qui C'est- aurait pu être beaucoup plus serré. Mais bref, il va falloir être capable de, oui, d'y donner du temps de jeu pour lui donner confiance. Par contre, en temps de prolongation, elle a quand même fait des beaux arrêts. Hier, oui. En prolongation, elle s'est repris, puis j'étais contente de revoir une Abstreiter qui est capable de faire des arrêts parce que je me suis vraiment questionnée tout au long du match. Puis je me disais même, si ça s'en va en shootout ou en prolongation, je pense que Toronto est avantagé. Puis elle me fait mentir parce qu'elle a fait des beaux arrêts contre Emma Maltais 2 fois, des arrêts back-à-back. Puis un autre, je sais plus si c'était sur Daryl Watts qu'elle a fait un arrêt de la jambière aussi. Mais ça, si elle n'est pas capable de tenir son équipe-là, on s'en va pas en tir de barrage et on gagne pas le match. OK, je suis d'accord avec toi. Puis au final, la victoire a gagné. Ouais. Mais en shootout, ça n'a pas été facile non plus pour Abstreiter. Non. Elle a été déculottée par Daryl Watts. Puis je comprends que la joueuse va toujours avoir un avantage, mais elle a été déculottée par Watts. Le Wood, c'était un lancer facile qu'elle n'a pas arrêté. Ensuite, il y a eu 2 poteaux. Il y a une barre horizontale. Il y a eu un autre poteau de Watts. Connors l'a fait mal paraître. Puis Spooner, il a lancé dessus. Elle n'a pas été pour vrai, là. Ben, en tir de barrage, elle n'a pas été impressionnante. Elle n'a pas été je suis d'accord. impressionnante. Elle a un pourcentage d'efficacité de 882 cette année. Mais tu sais, tantôt, on parlait de Jade puis de la confiance. Ouais. Mais je pense pas que la confiance règne énormément dans son clan, là. Tu comprends? Ben, probablement pas. Elle goal pas non plus beaucoup. Mais elle goal pas tu sais, beaucoup de matchs. C'est tough, très ça. difficile là, pour une gardienne. C'est correct d'être pratiquée. Puis oui, elle a eu l'expérience des Jeux olympiques, mais au-delà de ça, si t'as pas beaucoup de millage, c'est très difficile de jouer des matchs. Puis tu sais, on peut essayer de faire un comparable avec Chuli, qui, la première année, n'avait pas énormément de matchs, mais qui performait quand même bien. Oui. C'est un défi. Parce que Anne-Renée veut garder la majorité des matchs, puis avec raison, parce qu'elle elle a les statistiques pour, puis moi aussi, Elle est j'étais un capable, entraîneur, je voudrais qu'elle soit dans les filets, mais c'est qu'à un certain moment donné, quand que là, puis j'ai pas vu le calendrier, là, on a une pause, mais éventuellement, est-ce qu'on va avoir des matchs plus rapprochés pour rentrer dans le calendrier qui est plus serré qu'on le sait de cette année? Mais est-ce qu'il va falloir qu'on lui donne un petit peu plus de matchs à Abstreiter? Je sais pas. Mais chose certaine, il va falloir qu'elle reprenne confiance, que ce soit de travailler avec son entraîneur pour inspirer confiance à son équipe aussi. Est-ce qu'à un moment donné, si tu continues à avoir des... Tu sais, l'équipe a gagné hier, fait que c'est un baume, là, tu sais, sur la performance d'Abstreiter. Mais si l'équipe continue, ou si Abstreiter plutôt continue d'avoir des contre-performances, t'essayes-tu Megan Warner à un moment donné? Tu sais? Ben, Parce que La question se pose. ben, la question se pose. Tu sais, puis la question va se poser pour l'année prochaine aussi, tout dépendamment, évidemment, de l'expansion et tout ça. Mais est-ce que c'est toujours la gardienne numéro 2 que tu vas avoir dans l'équipe? Est-ce que quelqu'un d'autre va la repêcher aussi? Bon, tu sais, il y a bien des choses qui peuvent arriver, mais il y a quand même beaucoup de questions, surtout entre, tu sais, ces 2 derniers matchs font mal. Tu sais, c'est l'Allemagne contre le Canada, tu sais, où elle a mal paru. Hier, où elle a mal paru. Puis, tu sais, c'est correct d'accorder des buts, mais de mal paraître sur des buts comme elle a mal paru, c'est ça qui fait, je trouve, qui fait mal, tu sais, Ouais. quand on analyse sa performance. Kim?
Ton hot take? Moi, en fait, je me pose la question, qu'est-ce que la Ville d'Ottawa vont faire avec l'amphithéâtre pour ces joueuses-là? Pour la charge, oui. Pour la charge d'Ottawa. Parce qu'on a entendu parler, il y a déjà eu des articles par rapport à ça. Cet amphithéâtre-là va être rénové ou remis à neuf ou En fait, ils vont faire un nouveau stade. Ils vont faire un nouvel aréna C'est sur ça. le même site que le TD Place actuel. Fait qu'entre-temps, ils vont devoir déménager puis aller jouer ailleurs. C'est ça, là? Pas nécessairement, non? Non, ils vont jouer dans l'aréna jusqu'à temps que la juste nouvelle OK. aréna arrive, dans le fond. OK, mais c'est quoi l'histoire du 5850 sièges? C'est OK. Fait, je sais pas, c'est ton hot take. Ben oui, mais, Non, mais Mais- elle mais- te pose une question. je te pose OK. une question parce que, en fait, Ottawa, depuis les 5 derniers matchs, a Oui. une moyenne de 8000 Exact. spectateurs, partisans. Fait il faut avoir un amphithéâtre qu'il y a au moins un minimum 8000 sièges. Ça en prend plus. La ville peut attirer beaucoup plus de personnes dans un amphithéâtre. Puis moi, je me pose la question, pourquoi ils vont pas jouer au Canadien... C'est Canadian Tire? Canadian Center? Tire Center à Canada. Pourquoi ils vont pas jouer là? Parce Il y a que l'espace pour avoir le plus de exact. personnes dans les estrades. là, ce qui se passe avec ça, c'est un dossier qui est encore chaud, justement, parce que Ottawa continue d'attirer des grosses poules. Dans le fond, c'est ce qu'ils vont faire dans ce nouveau complexe sportif-là, c'est de construire un aréna qui va servir autant pour la charge, ou techniquement, qui devrait servir pour la charge, que les 67 d'Ottawa. Le problème, c'est les 67... Ouais, c'est que c'est... Oh, non! Hey, je sais pas si à Ottawa, ça fait ça Hey, constamment, ça les doit... Ah, c'est-tu le pire nom d'équipe quand Oui. tu y penses? Oui. Oh, j'avais jamais J'avais pas pensé non plus. à ça. Ben, moi non plus, mais là. 5-7, hey! Ah, OK, Continue. on continue. OK, ne partez-moi pas sur quelque chose, là. La Bref, cérémonie des Jeux olympiques. hey, ça aussi. Les 67 d'Ottawa attirent pas ce que la charge attire. Donc là, on a évalué les besoins. Puis, du côté de la Ville d'Ottawa, on dit, 5850 sièges, c'est suffisant. Mais c'est suffisant pour les 67 d'Ottawa. C'est clairement pas suffisant pour la charge. Moi, j'aimerais savoir, là, si c'était l'inverse, là, que les gars attiraient 8000 puis les filles moins, s'ils décidaient de rapetisser. Ben, Hein? C'est sûr que Ben, non. tu C'est le- impossible. tu le sais. C'est impossible. Tu le sais. Fait que pourquoi enlever ce mouvement-là qu'on voit avec la Ligue, qu'il y a tellement de monde qui sont intéressés, ça fait juste grossir. En plus, il ajoute des nouvelles équipes éventuellement. Pourquoi le féminin, on est toujours rabaissé? Dis-moi ça. J'ai pas de réponse. Tu sais. Puis évidemment, il n'y a pas un politicien qui a discuté de ce dossier-là, qui a été dire que c'était ça la raison. Ouais. Tu comprends? Tu sais? Mais c'est très questionnable, puis je la comprends pas, moi non plus. Tu sais, tu demandais pourquoi le Canadian Tire Center. Je pense que les coûts sont pas les mêmes. Tu sais, de rouler un aréna de la Ligue nationale C'est versus un aréna de plus ou moins là, Mais 9 000, 10 000 New York, ils le personnes. font. Tu sais pourquoi? New York, oui. New York le font, puis Minnesota également. Sauf que, c'est ça. C'est pas les mêmes coûts. C'est en argent canadien. Il faut pas oublier ça pour la Ligue. Tu sais, ça n'a pas le même Comprends, poids non comprends. plus. Puis Canada, c'est loin de tout. Vous avez déjà été Ouais. à un match des Sens ou à cette arène-là? On a déjà joué C'était- notre Coupe Clarkson. Bon, c'était à une demi-heure de toute civilisation, là. Tu sais, c'est... Ah non, mais c'est vrai, là, ça n'a aucun sens. Fait que c'est sûr que c'est pas évident, j'imagine. Tu sais, il doit y avoir plein de raisons économiques qui font que c'est pas peut-être viable ou c'est pas une option qui est pleinement considérée, ou elle est sûrement considérée, là. Mais en même temps, c'est chose certaine, c'est que s'il y a un aréna, puis c'est pour la saison 2028-2029, c'est dans pas long, ça, là. Mais 5850, ça n'a juste pas de sens. Ça n'a juste pas de sens quand présentement la charge attire 8000. Fait que ça va être quoi les options au final? Ben, si on n'arrive pas à s'entendre, si la Ville change pas son idée, puis il y a eu des plaidoyers, là, tout le monde a essayé de faire changer d'idée. Et si c'est pas le cas, puis qu'on trouve que, mettons, Canada, c'est pas une option viable, ben, l'équipe va déménager. Ouais. Puis c'est ça qui est dommage. C'est un succès en ce moment, cette équipe-là, à Ottawa. Puis, pour une raison qui est difficilement explicable, ben, on risque peut-être de perdre l'équipe. Tu sais? Fait que c'est dommage, mais je trouvais ça important de le mentionner. Puis tu as bien fait d'en parler dans ton hot take parce que, hey, 8000 pour 6000, c'est même pas proche, là. Non. Puis surtout que
le maire, Mark Sutcliffe, ce qu'il a dit, lui, c'est qu'il dit, oh oui, 5850, là, c'est en anglais, il a dit, it's big enough. Mais tu prends tes chiffres où, buddy? Ils sont sur le site de la Ligue, là. C'est accessible, là, c'est public. Tu sais? Ouais, fait que ça va être un dossier qui va être à suivre. Parce qu'on parle d'expansion, mais éventuellement, il va peut-être avoir un déménagement aussi. Ouais. On ne sait pas, là. À voir. Ouais. Toi, ton hot take? C'est rendu à moi, oui. ben oui. C'est rendu à moi. Mon hot take, Hockey Canada. Bon. Là, cette semaine, ça a fait jaser. Troy Ryan a clairement dit que, tu sais, on avait besoin d'un changement ou que lui avait besoin d'un changement ou qu'il y aurait un changement. Gina Kingsbury, c'est pas avancé autant, la DG d'Équipe Canada. C'est pas avancé autant, mais les deux, leur contrat se termine au mois de juin. Donc, ben en fait, je dis leur contrat, c'est leur mandat, en fait. Là, c'est un peu la même chose, mais pour moi, il y a une petite nuance. Les deux, ça se termine. Les mandats peuvent être reconduits ou peuvent ne pas être reconduits. C'est un peu ça qui est arrivé dans les dernières années. Gina Kingsbury a dit, écoutez, moi, s'ils veulent encore de moi, je vais rester. Sinon, ben ça sera ça. Troy Ryan, lui, ben je pense que lui, c'est plus clair qu'il va quitter. Puis, techniquement, je suis même pas sûr qu'il va être là pour les championnats mondiaux de novembre 2026. Là. Je pense qu'il va quitter à la fin de son mandat. Ce que ça veut dire, c'est qu'on cherche un coach ou une coach, puis un ou une DG. Puis je pense que c'est nécessaire. Je pense que le programme a besoin de ça en ce moment. On a besoin d'idées nouvelles. On l'a vu, ça n'a pas marché, malgré le match de la médaille d'or. Puis ce que je vous ai dit, rappelez-vous, qu'on est revenu de ce match-là, j'espère que ça ne va pas teinter les changements qui doivent être effectués à l'intérieur d'Équipe Canada. Maintenant, c'est qui les options? Une fois ça c'est établi, c'est quoi les options? Évidemment, comme coach, Corey Chevry et Caroline Ouellette font beaucoup jaser. Les deux étaient assistantes avec l'équipe cette année. Moi, je suis d'avis que Hockey Canada doit prendre quelqu'un qui n'est pas dans la LPHF. Éric! Ou quelqu'un qui est prêt à quitter la LPHF pour prendre ce job-là à temps plein. Ouais. Ça prend ça. On l'a vu qu'avec Toronto, ça n'a pas fonctionné. On l'a vu, ça a créé des doutes, ça a créé des questions. Il y en a eu de la collusion par rapport à qui on amène dans l'équipe versus sa place dans l'équipe Canada. Je veux dire, si vous prenez juste le temps de regarder l'histoire de Darryl Watts, vous allez avoir vos réponses. Je pense que ça prend quelqu'un qui va se concentrer uniquement sur ce job-là, puis non seulement pour le travail comme tel, mais aussi pour éviter tout questionnement par rapport à la LPHF. Du côté américain, ben il n'y a personne qui travaille dans la LPHF, là. Puis c'est correct comme ça. Puis là, il y a des gens qui vont dire, ah oui, mais dans la LNH, tu sais, c'est John Cooper qui était là, puis c'est... Oui, mais c'est pas la même chose. C'est un événement. C'est un événement, c'est une équipe olympique. C'est pas du tout la même chose. Être DG puis coach de Team Canada, c'est un job à temps plein. C'est la série de la rivalité, c'est le championnat du monde, c'est les Olympiques aux 4 ans, c'est les camps d'entraînement, c'est de regarder, de recruter les joueurs. À moins qu'on s'en va vers le même pattern que le masculin. Tu sais, si les championnats... il n'y aura plus de championnats seniors, là, ouais, les mondiaux. Les mondiaux existent encore. Je sais, mais comme chez les hommes, c'est les en bas de 18 ans. Les moins de 20 ans. Moins de 20 ans. Mais après ça, il n'y en a pas. Là, les gars de la NHL, ils font les 4 nations. Puis, non, ils font les championnats mondiaux aussi. C'est les joueurs qui sont éliminés, qui ne font pas les séries ou qui sont éliminés en première ronde. Qui ils ont assez un gros bassin pour que ça n'ait pas un impact. Exactement. Mais là, c'est juste qu'on est dans un conflit. Ça ne veut pas dire qu'il est arrivé des choses, mais tu es dans une situation. Oh, il est arrivé des choses. Que tu peux être en conflit d'intérêts. Il est arrivé des choses. Ben, peut-être, mais moi, ça, je ne sais pas. Mais c'est correct. Mais je te confirme qu'il est arrivé des choses. Je ne peux pas dire des choses comme ça, mais par contre, tu es dans une position de conflit d'intérêts. Exact. Fait que c'est sûr que ça prend des gens, comme tu dis, qui ne sont pas dans l'environnement de la LPHF ou qui décident de quitter LPHF pour se concentrer avec Hockey Canada. De là, mon point, quand on parle de Corey et Caroline, tu sais, Corey ne quittera pas la Victoire de Montréal pour être entraîneur-chef d'Équipe Canada. Je suis sûr que le poste l'intéresse. Là. Ça, c'est définitif. Elle est assistante depuis trop longtemps, puis elle a je pense qu'elle a cette ambition-là, Corey. Puis c'est correct. Fait que si Hockey Canada décide, on va y aller quand même avec du monde qui vont faire les deux, je pense que Corey va être le choix. Si on veut y aller avec quelqu'un qui
peut prendre l'équipe à temps plein puis quitter la LPHF. C'est beaucoup plus facile pour une Caroline Ouellette de quitter son job avec la Victoire et de prendre l'équipe parce que, tu sais, on la connaît, la situation familiale de Caroline fait en sorte que, ben, elle n'ira pas prendre un job de coach à Vancouver ou à Minnesota. Elle va vouloir rester ici avec ses enfants pas loin et tout, puis c'est correct. Mais Hockey Canada lui permet ça. Parce que Hockey Canada, ben, je disais tantôt, c'est un job à temps plein, mais t'es pas sur la route nécessairement à temps plein. Puis je pense que ça, c'est quelque chose. Tu sais, on est en train clairement de groomer Caroline Ouellette vers un poste d'entraîneur-chef, que ce soit avec Hockey Canada ou que ce soit dans une équipe de la LPHF. Fait que, tu sais, je pense que ce serait le choix qui aurait plus. C'est plus facile de quitter un poste d'assistant d'entraîneuse qu'un poste d'entraîneur-chef. Ouais. Il y a un autre nom que je veux vous parler, puis c'est Howie Draper. Howie Draper qui vient de démissionner de son poste après 28 saisons avec l'Université de l'Alberta. C'est le coach qui a eu le plus de victoires dans l'histoire du U-Sports, 8 championnats nationaux. Ça n'a pas bien été avec les Sirènes de New York la première année. Mais je me suis demandé quand j'ai vu qu'il a démissionné, parce qu'il n'a pas parlé de retraite, là. Il a parlé qu'il s'en allait de l'Alberta. Est-ce que justement, il y a eu des discussions avec Hockey Canada? Est-ce qu'il serait prêt à prendre? Ben, en fait, oui. J'imagine que là, si tu démissionnes d'une place, tu n'as plus de job, il pourrait prendre le job à temps plein. Ça, c'est la bonne personne, je ne sais pas. Mais c'est un nom, je pense, qui va revenir dans les rumeurs. Puis le poste de DG, ben, c'est un peu la même question. Daniel Sauvageau va être considéré, c'est sûr. Si t'es pas pour prendre quelqu'un de la LPHF, Daniel ne quittera pas la Victoire pour ça. Elle a une relation trop houleuse avec Hockey Canada pour s'investir à 100% juste d'un bord, je crois. Est-ce qu'elle le ferait avec les deux? Peut-être, mais elle ne quittera pas la Victoire. T'as Sherry Piper, qui est la recruteuse en chef, celle qui vient jamais au Québec, là, voir le talent. Là. Fait que, tu sais, oui, elle est déjà... Mais c'est vrai! C'est vrai! Elle est déjà dans l'organisation de Hockey Canada, donc pourrait prendre le poste à temps plein. Elle n'est pas impliquée dans la LPHF. Par contre, ce ne serait peut-être pas la meilleure des nouvelles pour nos Québécoises. Non, mais c'est vrai. Mais non, mais je suis honnête. Tu as Danielle Marmer, qui est la DG du côté de Boston, qui fait des petits miracles avec Boston cette année, là. Tu sais, Marmer puis Danielle, je pense, ben, elle a fait les deux, Danielle, c'est un peu curieux. Mais Marmer puis Sauvageau, tu sais, puis on en avait parlé là, avant le début de la saison, ont quand même été chercher des éléments pour justement calfeutrer les trous qu'on a eus avec l'expansion. Puis ça paraît, là. D'ailleurs, c'est les deux meilleures équipes en ce moment dans la LPHF. Un autre nom que je trouve intéressant, c'est Vicky Sunora. Ancienne joueuse qui coach présentement le U18 depuis quelques années, qui a l'expérience de Hockey Canada, qui a coaché également Queens, l'Université de Toronto, en fait, pendant des années, qui a joué 20 saisons, qui a participé à 3 Olympiques, fait qu'il n'a jamais été DG, mais en même temps, puis elle pourrait aussi être considérée comme coach. Elle pourrait aussi être considérée comme coach. Mais ce que j'aime aussi, c'est quelqu'un qui, justement, pourrait peut-être être à temps plein comme DG, puis l'inexpérience qu'elle a à ce poste-là, je pense qu'elle est compensée par son expérience comme joueuse. Elle a fait partie des 3 premiers Olympiques de l'histoire du pays en hockey féminin. Je pense que c'est quelqu'un qui pourrait justement peut-être être considéré pour les deux. C'est pas comme s'il faut que tu négocies des trades, là, on s'entend? Là? Non, exact. Il y a une différence entre DG. Exactement. C'est évaluer le talent, c'est reconnaître le talent, c'est ça, en tant qu'entraîneur, ça te le prend aussi. Là. Elle a quand même cette expérience-là d'avoir un œil critique puis d'être capable de reconnaître le talent. Ouais. Fait que c'est sûr, puis c'est tellement une bonne personne. Vous l'avez connue, Vicky? Oui, moi, oui. Oui? Ouais, c'est vraiment dans quel contexte? À travers des camps de hockey, puis avec l'équipe nationale. Puis, tu sais, c'est quelqu'un qui est calme, qui est à l'écoute. Je pense que ça ferait quand même elle est déjà dans l'organisation, fait qu'elle connaît un peu comment ça fonctionne. Des fois, tu dis, ça prend un peu du sang-frais, mais d'avoir une nouvelle personne en place peut quand même changer la dynamique. Puis je pense que ça serait vraiment une bonne candidate. Moi, là, un combo Vicky Sunora comme DG puis Caroline Ouellette comme coach, je pense que c'est 2 filles qui ont de l'expérience, qui se sont un peu chevauchées dans leur expérience olympique, mais qui ont de l'expérience à en revendre et qui sont compétentes dans leur travail. Je pense que le Canada au complet serait bien représenté.
par ces deux-là. Puis au pire aller, si le Québec est un peu laissé de côté, je pense que Caroline va pouvoir mettre son pied à terre au bon moment. Moi, je pense que c'est un duo qui pourrait justement fonctionner. On n'a jamais eu un duo, je crois. Est-ce qu'on a déjà eu un duo tout féminin à Hockey Canada? Bonne question. J'essaie de penser. Ben, Mel Davidson, c'était qui? Les Quand coachs. il était... Quand Daniel était Daniel, là. Non, Mel n'était pas DG à ce moment-là. J'essaie de me rappeler qui était DG. Puis quand Mel était entraîneuse, c'était qui, le DG? C'est une bonne question. En tout cas, on fera C'est des une bonne recherches. question. Pat, tu feras Je des pourrais recherches. faire des recherches. là-dessus. Reviens-nous la semaine prochaine. Mais bref, c'est un duo qui pourrait être très, très, très intéressant. Pardonnez-moi, allons-y maintenant avec les prédictions. Les prédictions, je vous donne les résultats. Je suis tanné. Non, mais la semaine passée, ça a été serré. Là. Anso Normal, a il eu pris tous 6 les mêmes points. points que moi. Anso a eu 6 points. Toi et moi, Kim, on a eu 5 points chaque. Donc, au final, le total jusqu'à présent, Kim a 57, Anso a 61 et moi, j'ai 65. Donc, Rapproche. Ah, c'est possible. le souper vient Non, encore. il n'est pas gagné encore, le souper. Non, je sais. OK, il y a juste 3 matchs cette semaine entre jeudi et dimanche. Alors, puis la victoire de Montréal, on l'a dit tantôt, ne joue pas avant le 15 mars, donc on n'aura pas de prédiction à leur sujet. Boston, New York, jeudi. Over-under 5.5, Anso. Moi, j'étais pas trop prête, mais je vais dire over. Tu vas dire over, ah oui, il faut que je les prenne en note. Ben, tu les prends? Mais non, je suis habitué. Over, Kim, Under. under, moi aussi, je vais avec under. Boston avec Franco, entre autres. Qui va marquer dans le match, Anso? Keller. Megan Keller. Oh, Hey, ma joueuse. c'est drôle parce qu'on la prenait jamais avant les Olympiques. Ben, Kim, tu l'ai l'as pris pris, une couple de fois. Ouais, OK, Ouais, je OK, l'ai pris une couple OK. de fois, moi, avec les Olympiques. Là. Vas-y donc, Kim. Oh, attends, justement. là, j'étais pas prête, là. Ben, c'est correct, je vais y aller. Moi, je vais prendre Vas-y. Kaltunkova. New York, Boston, je te rappelle les Moi équipes. aussi, je vais prendre celle-là. Bon, évidemment. Qui va gagner, Anso? Boston. On joue à New York en passant. Boston. Va gagner. Boston, d'ailleurs, tu sais, Montréal a quoi? 3 points d'avance en ce moment? Ouais, mais ils ont 2 matchs en main, là. 3 matchs en main. 3. C'est vrai, avec lui d'hier. 3 matchs Ah, en ok, main. quand même, hein? Fait que, tu sais, ajouter un potentiel de 9 points à Boston, puis tu sais, Boston a quand même une petite longueur d'avance là, sur Montréal en ce moment. Tu y as avec qui? Boston. Boston, bon, on y va tout avec Boston. Tu vas prendre New York, part? Il joue à New York? Non, là, je vais prendre Boston. Je vais prendre Boston. Oh, en fait, tu sais quoi? Je peux-tu changer ma joueuse? Ben oui. Je vais prendre Filier, moi. Ah, parfait. Comme ça, je peux faire un point de plus que Pat. Ottawa, New York. On reste avec New York dimanche. Over, under 5.5. Kim. J'ai le goût de dire over. OK. Moi, je vais y aller. Ah, ouais, Ottawa, New York, over. Ben, Je vais y aller avec ça under. score. Kim, Anso? On va y aller under aussi. Under. Qui va marquer dans le match, Kim? Je vais y aller avec... Pendant Kaltunkova, là. Non. Je vais y aller avec Jenner. Jenner. Moi, je vais y aller avec Rebecca Leslie. Hey! Tu dis toujours, prends avant moi, mais là, j'ai pris avant toi. On dirait qu'on fait un pot de hockey puis j'ai pris ta joueuse. Ben, Ben oui. pratiquement. Ben oui, mais prends. L'autre fois, je l'ai pris, elle a fait 2 buts. Ben oui, je le sais, c'est pour ça. Ça devrait être 2 points pour ça. Non, Ben oui. calme-toi avec tes règles de Ben non. marde. C'est pas de marde. Oui. Euh, Hey! Les filles sont pas capables de me rejoindre, fait qu'ils s'inventent des règles. Bon, arrête, là. Les filles ont des règles. Tu vois, Hey, t'as bien la vidéo? dans les commentaires qui m'auraient probablement fait perdre l'animation du podcast, ça, c'était en haut de la liste. Oh là là. En dessous, elle peut se le faire. Regarde, je vais prendre Kaltunkova. Tiens. Bon, Kaltunkova, parfait. Et voilà. Qui va gagner? Ottawa ou New York, Kim? Ottawa. Ottawa. Moi, j'y vais avec New York. Ottawa. OK. Et finalement, Minnesota-Toronto également dimanche. Over, under, 5.5. Je vais aller avec over. Moi, je vais under. Moi aussi, prendre under. Parfait, under. Et puis, qui va marquer dans le match? Je vais y aller avec Emma Maltais. Moi, je vais avec Watts. Watts. Je vais prendre
Heidi, elle compte pas beaucoup ces temps-ci. Non, je le sais. Puis, Mais c'est quand même une des meilleures pointeuses, là. Mais... ouais, mais elle a juste comme 2 ou 3 buts. Ouais. Je Elle vais a des prendre beaucoup de Kelly passes. Panek. Kelly Panek. Bon choix. Qui va gagner? Là, Minnesota, dernier match, c'était pas leur meilleur match, on va se le dire. Là, ils ont une pause. Je pense qu'ils vont se remettre sur le droit chemin. Fait que je vais y aller avec Minnesota, moi. C'est drôle parce que Toronto, tu sais, on en parlait avant la pause olympique, c'était pas facile pour Toronto. Mais là, ça va bien. Hein? Reviennent 2 victoires. Bon, ils l'ont échappé contre Montréal hier, mais ça demeure Montréal. Moi, j'ai le goût de prendre Toronto. Vas-y. À domicile, j'ai le goût de prendre Toronto. Vas-y. Je vais prendre Minnesota. Oh, là, ça pourrait être déterminant, cette série-là. Yes! Parce qu'on a vraiment... Tu sais, je vous dirais, là, les marqueuses, c'est l'affaire qu'on a le moins. Ben, c'est sûr. Parce que il y a tellement d'options, tu sais, c'est normal. Fait que c'est vraiment dans les tu sais, les over-under, puis dans qui va gagner, c'est là que ça devient intéressant. Puis vous voyez, là, over-under, Boston, New York, il y en a, tu sais, toi, Anso, t'es tout seul de ton bord. Ensuite, Ottawa, New York, c'est Kim qui est toute seule. Puis dans le dernier match, c'est moi qui est tout seul. Fait que, tu sais, ça va se finir par tout s'égaliser, tu sais, parce qu'on va tout, on va tout avoir. Fait que finalement, c'est Kev qui va payer le souper. Ça, c'est toujours une bonne option. Ça, c'est toujours Comme ça, il n'y l'option. a pas de chicane entre nous trois. Comme ça, il n'y aura pas de... Puis le pire, c'est qu'il va dire, ça me dérange pas. Ben oui. Donc. Exact. S'il y a une égalité, ça devrait être ça, la seule règle qu'on pourrait ajouter. S'il y a une égalité, il n'y a pas de tiebreaker. C'est Kev qui paye le souper. Sinon, on demande au gars de la RSEQ. Choisir. De départager. Hey, arrête, Astic, ça va finir que c'est Éric Bouchard qui va gagner. Hey. Non, je vais pas y casser du sucre dessus. Je sais même pas c'est qui le gars, mais bref, c'est pas plus grave que ça. Hey, déjà tout pour l'épisode de cette semaine. On va se refaire ça la semaine prochaine, évidemment. La victoire, je joue pas pendant ce temps-là, mais il va y avoir 1001 nouvelles sur le hockey féminin. Les séries, ça va être décidé autant du RSEQ que du côté de la NCAA. Il va falloir regarder ça également un peu plus proche. Donc, on va pouvoir vous parler de ça la semaine prochaine. N'oubliez pas de vous abonner sur notre Discord si vous voulez jaser de hockey féminin, si vous avez des questions. Le lien est également là, disponible avec la publication sur les différents, sur Instagram principalement. Sinon, n'oubliez pas d'aller visiter hockeyféminin.ca, la page Facebook et Instagram, mes chroniques également sur tvasport.ca et sansrestriction.com. Écoutez Anso à la télé, t'es rendu Une vedette. vedette. Ah, T'es rendu une vedette. Kim, toi? Moi, je vends des maisons. Tu vends des maisons. Acheter des Aussi une maisons. vedette. acheter des maisons, c'est important, ça aussi. Hey, sérieusement, merci d'avoir été à l'écoute. Au nom d'Anne-Sophie Betté et Kim Deschênes, mon nom est Pat Laprade. Et on se dit à la semaine prochaine. C'est un rendez-vous.